Bien, rebonjour à tous. Bon, donc le prochain orateur est tout prêt pour se lancer. Du coup, voilà. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le petit onglet Question and Answers. Vous avez des questions à poser à Philippe. Et puis, voilà, n'oubliez pas aussi de profiter de ces périodes entre deux présentations pour discuter entre vous. C'est aussi fait pour ça. Voilà, bah écoute, Philippe, si tu es prêt, je te laisse la main bien volontiers. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là pour écouter ma présentation, voir ma présentation également. Donc il y a ma vidéo, il y a mon écran, il y aura du code, pas mal de code, donc peut-être qu'il faudra zoomer sur la partie présentation. Alors, avant de démarrer, on va se dire un petit truc une petite convention. Je propose que si vous êtes bloqué, je vais essayer de garder un œil sur le chat. Si vous êtes bloqué, mettez des messages dans le chat. Et si jamais vous avez des questions plus sur la présentation, mettez-les dans les Q&A, et comme ça on les regardera à la fin. Comme ça, je garde un œil sur le chat. S'il y a des choses vraiment qui vous bloquent, on essaiera de traiter ça tout de suite. Alors la présentation dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un petit sujet qui peut être problématique pour les équipes qui travaillent dans le legacy code. Il y a une bonne pratique de test et de développement agile qui est de rajouter un test à chaque fois qu'on corrige un bug. Alors c'est très bien. Le petit problème de ça, c'est que quand on travaille dans du code très vieux, parfois écrire du test sur un changement qui fait un bug fixe qui fait une ligne, ça peut prendre 3 semaines. Moi, par exemple, là où je travaille, on a du code qui a 35 ans presque. Et du coup, c'est vrai que s'il faut changer quelque chose dans ce code-là, où ça change presque jamais parce que globalement ça marche, bah parfois ça peut être très compliqué d'ajouter un test là-dedans. Donc c'est des exemples comme ça qui sont compliqués. Avant d'aller dans le code, je vais vous parler très rapidement de moi. Moi, je m'appelle Philippe Bourgault, je suis coach agile technique, je travaille à Murex, je suis spécialisé dans le refactoring et le legacy code. Moi, pour faire écho à la présentation d'avant, moi j'aide des équipes à atteindre un rythme calme et efficace. C'est vraiment mon motto. Et j'espère qu'avec les pratiques de développement que j'essaye de diffuser autour de moi et dans des présentations comme ça, pouvoir aider les développeurs à atteindre un rythme plus calme. Un petit mot rapide sur Murex. Murex, c'est un éditeur de logiciels financiers qui est vendu aux institutions financières, donc principalement les banques. Donc on est quand même assez gros, on a 500 développeurs un peu partout dans le monde. On travaille avec les marchés de capitaux, donc c'est gros et assez varié. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter la base de code sur laquelle je vais faire mon live coding. C'est un petit morceau de code qu'on a écrit exprès pour cette présentation qui gère une boutique de vente de livres en ligne. Alors, on va regarder directement ça sur Internet et on va voir comment ça fonctionne. Tac, voilà. Donc, on peut le trouver sur GitHub. Et alors, dans cette boutique de vente en ligne, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le rapport. Ça veut dire que c'est un rapport qui va prendre toutes les commandes qui ont été passées et qui va nous faire un rapport qui agrège tout en tenant compte des différents taux de taxes des différents pays et des différents taux de change, puisque le rapport, en fait, il sort un rapport en dollars. Manque de bol, on a un bug. On a un bug parce que quand on lance notre petit programme, à la place d'obtenir 424, on a 1016. Donc pour faire ça, voilà, on a un bug. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le code. Alors la première chose, voilà le code en question. La première chose que je vais faire, c'est que je vais compiler et je vais lancer ça pour voir si on produit bien le bug. Alors là, par exemple, on a 1016, alors qu'on s'attendait ici à 424. Donc le jeu maintenant, ça va être de corriger ce bug. Alors, je ne vais pas aller chercher dans les entrailles du bug.
C'est ce qu'on fait normalement quand on pratique ce kata avec le temps. Mais dans une présentation, je vais vous abréger ça et on va juste aller directement aux corrections. Donc on voit en fait qu'il y a deux corrections. Il y a ici, on a oublié de convertir, d'appliquer le taux de, là c'est le taux de taxe sur nos commandes. Et dans le rapport, on a aussi également oublié ici de convertir en USD. Alors on peut vérifier rapidement que si on remet la correction qu'on a déjà, que j'ai déjà préparée, et qu'on relance tout ça, on va voir que on obtient bien, où est-ce que c'est? On obtient bien la valeur à laquelle on s'attendait, 424. Tout ça pour dire qu'on a un changement qui consiste en 2 lignes de code, et en revanche, on voudrait bien le tester, parce qu'il y a une pratique agile qui dit que il faut toujours tester les unit tests avant de corriger les bugs. Enfin, il faut toujours tester les bugs avant de... C'est ça, il faut toujours ajouter des unit tests sur les bugs qu'on corrige, avant de les corriger. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, et on va voir où est-ce que ça peut nous importer des problèmes. Si je vais trop vite, s'il y a quoi que ce soit qui vraiment vous bloque, dites-moi, j'essaie de garder un œil sur le chat, et comme ça, j'essaie de répondre à vos questions. Alors je vais essayer, je vais commencer. Alors invoice, j'ai un test ici qui est que j'ai désactivé, qui s'appelle, qui dit que le calcul du total de la commande doit utiliser le taux de taxe de la commande. Alors si on regarde le code, le fixe qu'on veut mettre, c'est ça en fait. Donc je vais partir de ça et je vais écrire mon assertion en premier. Alors avant de faire ça, je vais déjà commencer à activer mon test parce que sinon je ne pourrais pas l'exécuter. Alors ce que je voudrais, c'est que si je regarde bien là, c'est qu'il y a ça c'est le prix d'un livre. Donc c'est book price multiplié par... alors je reste en anglais parce que tout le code est en anglais, donc ça ferait des choses un peu bizarres. Et ça c'est le taux. Donc ça c'est le tax rate. Et nous, on veut vérifier le résultat de cette fonction ici. Voilà. Donc j'écris exprès ce que je voudrais à la fin, histoire de comprendre un peu où est-ce que je veux aller. Donc voilà ce que je voudrais faire. Alors effectivement ici ça compile pas, tout est rouge. Donc je vais y aller. Ce qu'il me faudrait, moi il me faudrait une invoice. Donc je vais instancier un invoice. Donc alors pour instancier un invoice, on va aller regarder tout de suite. Il me faut le nom d'un client, ça c'est facile à donner. Et il me faudrait un pays. Bon. Je veux un taux de... Alors je vais appeler quelqu'un qui s'appelle John. Voilà. Et je voudrais un pays. Alors comme c'est un pays qui doit être différent, je vais prendre la France par exemple. Donc je vais faire country, et ici je vais dire que c'est la France. Currency, alors currency, il se trouve que c'est une énumération, donc je peux utiliser on paye en euros, les langages, c'est en français. Parfait. Donc c'est bien parce qu'il semble que j'ai déjà une première partie qui est faite. Donc maintenant je vais essayer de m'attaquer au prix. Et il me faudra le tax rate aussi. Pardon, au prix du livre. Donc il me faudrait un livre. Il me faudrait un livre. Donc je vais faire un livre. Voilà. Et je vais aller regarder comment est-ce que je peux avoir un livre. Alors mon livre c'est une classe virtuelle. Donc bon, non, en fait il faut que je trouve. Alors il y a novel en dessous. Alors novel. Tac, ici. Alors pour instancier un livre, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un titre. Alors je vais faire Grapes of Wrath. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut un prix, ça c'est facile. Ensuite il me faut un auteur.
Alors pour avoir un auteur, qu'est-ce qu'il faut? Ah bah je vais faire Steinbeck. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut encore un pays. Donc là en fait on est en train de... Pour l'instant il n'y a rien qui passe. On est en train d'arriver dans un espèce de tunnel de test. Et c'est le cas typique du legacy code. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y en a quand même un certain temps, même si la base de code est petite. Mais c'est l'exemple typique de ce qui se passe quand on est dans le legacy code, c'est qu'on commence et petit à petit, on a mis le doigt dans un engrenage et on est obligé d'ajouter de plus en plus de choses. Donc, je vais juste sauter directement à la fin pour vous montrer à quoi est-ce que les tests ressembleraient. Donc là, je fais un gros raccourci. Donc, alors si on regarde ici, voilà. Donc une fois qu'on a fini d'instancier tous ces objets compliqués pour avoir notre test, voilà ce qu'on a. On a un livre, un auteur, un pays, un autre pays. On a ajouté notre livre à notre commande et notre test visiblement passe. Parce qu'on a bien mis là, j'ai bien mis la correction. Et on a un deuxième test pour le deuxième bug dans le report generator qui ressemble quand même furieusement au premier. Donc on a aussi un livre avec une commande, on ajoute le livre à la commande, et on est même obligé de faire des choses avec un repository. Enfin, ça, c'est juste pour dire que c'est des exemples typiques de code legacy dans lequel ajouter un test va prendre longtemps. Ok. Les problèmes, du coup, avec cette méthode, c'est que on rentre dans un espèce de tunnel. Comme je l'ai dit, moi j'ai déjà vu des tests comme ça qui mettaient plusieurs semaines à écrire. Ça prend beaucoup de temps dans le code legacy. On a beaucoup de duplication entre les tests parce que comme à chaque fois on refait l'effort, et il y a un travers, c'est que en plus ça encourage les gens à utiliser des mocks, pour essayer de raccourcir cette phase d'initialisation, ce qui peut rendre les choses encore plus difficiles à faire. Il se trouve que je connais une technique super contre l'effet tunnel. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Mikado Method. Alors, vous pouvez répondre dans le chat qui a déjà entendu parler du Mikado Method comme une technique de refactoring. Donc bah, c'est bien, ceux qui sont là vont apprendre quelque chose. Alors le Mikado Method, c'est une technique dont le but principal est d'éviter l'effet tunnel sur les refactoring ou les grands changements de code. Le principe est assez simple, c'est qu'on va plutôt que de faire tous les changements d'un coup et en tirant la pelote de laine jusqu'à ce que ça compile et que ça fonctionne, on va dessiner au fur et à mesure qu'on avance un graphe avec des étapes et des prérequis pour pouvoir adresser juste les points en périphérie qui sont faciles à faire. Et à chaque étape, on pourra les committer, on pourra aussi les intégrer, les tester et même les déployer. Et pour faire ça, on a besoin de juste deux choses, un but et un critère de non-régression. Alors, je vais proposer une variante de la technique de la bonne pratique agile dont on a parlé au début, c'est plutôt d'utiliser la Mikado méthode pour écrire un unit test lorsqu'on corrige un bug. C'est-à-dire, à la place de se bloquer pour écrire un unit test pendant 3 semaines, ce qui ne va pas faire plaisir à votre product owner, à la place, on peut juste commencer un Mikado pour petit à petit réussir à avancer vers ce test. Alors, le Mikado, juste pour vous présenter un petit peu comment ça se passe, c'est un espèce de petit algorithme qui fonctionne comme ça. D'abord, on essaye de faire son changement. On regarde s'il y a des régressions avec notre changement. Et pour comprendre vraiment ce qui se passe, on peut essayer de bricoler un petit peu le test, faire le code, ce qu'on appelle du scratch refactoring. Et si jamais les critères de non-régression passent, ça veut dire qu'on a terminé, on peut committer. Si c'était notre but initial, on a même terminé tout notre Mikado, on peut ranger tout ça, ranger notre graphe et on a terminé. En revanche, si jamais il y a on se rend compte qu'il y a des prérequis à faire, on rajoute ces prérequis sur notre graphe
Et là où c'est furieusement contre-intuitif, c'est qu'on revert, on enlève nos changements. L'idée derrière ça, c'est de retourner vers un état stable, vers du code qui fonctionne, pour qu'on puisse ensuite redémarrer et réappliquer la méthode Mikado, mais sur les prérequis. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, je vais repartir du même code que tout à l'heure. Donc ça, c'est juste de la manipulation, histoire que de ne pas perdre trop de temps à refaire 50 fois la même chose. Alors, cette fois-ci, on va essayer de réappliquer notre test, de réécrire nos tests. Donc je vais déjà les lancer. Les tests sont là, mais ils sont désactivés. On va essayer de relancer nos tests, mais cette fois-ci, on va les faire en utilisant un graphe de Mikado. Je vais commencer par le test invoice de la commande. Et le début va être sensiblement le même qu'avant. C'est-à-dire que voilà ce que je voudrais tester. Donc on a le prix d'un livre multiplié par le tax rate qui doit être égal à invoice.computeTotalAmount. Voilà ce qu'on voudrait. Là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne compilent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre graphe, ici, on va dire qu'il faut qu'on instancie un livre. Voilà. Il va nous falloir quoi d'autre? Il va nous falloir un taux de taxe. Compute expected tax rate. Qu'est-ce qu'il va nous falloir encore d'autre? Et il va nous falloir l'objet principal. On est en train de tester un invoice, donc il faut aussi qu'on instancie un invoice. Instantiate un invoice. Voilà ce qu'il nous faudrait. En revanche, vous vous souvenez de l'étape, c'était revert. Donc ça, je vais le commenter. Et on va pouvoir continuer avec la suite. Donc je vais faire invoice, invoice. Alors si je me souviens bien, invoice, qu'est-ce qu'il fallait pour instancier un invoice? Il fallait un client, donc ça c'est facile, hein, c'est le nom d'un client, et un pays. Donc nous, ce qu'on va faire, là, on va dire qu'avant ça, il nous faudrait instantiate an invoice country. Donc ça, pour l'instant, pas besoin. Et essayons d'instancier un pays. Donc on va dire la country France. Alors là, le pays, qu'est-ce qu'il faut pour le construire? Un nom, une devise et une langue. Ça, normalement, on a tout ce qu'il faut. Donc France, currency, euro, et language, French. Et ça, ben, ça doit fonctionner. Même, je pense même qu'on peut activer ce test là et qu'il va passer, même s'il fait rien, il vérifie rien, mais en tout cas, on peut le commiter, l'intégrer et ça posera pas de soucis particuliers. Ce qui veut dire que notre étape ici est en fait terminée. Qu'est-ce qui nous manquait d'autre? Rien d'autre. Donc on peut continuer maintenant à explorer peut-être comment est-ce qu'on obtient un livre. Donc commençons. Alors, book. Tout à l'heure on a vu que book on pouvait pas, donc on va faire novel. Alors je vais repartir sur mon même exemple. Pour instancier une nouvelle, un roman, pardon, il faut le nom, le prix, l'auteur, le langage, les genres. Là, on pourra mettre un tableau vide. Le langage, on sait que c'est une énumération. Donc là, en fait, ce qui va nous manquer, c'est un auteur. Donc, on va aller dans notre graphe et on va dire que instantiate Steinbeck author. Voilà. Ce qui veut dire que ça, on peut l'enlever.
Et maintenant, essayons d'instancier notre auteur. Author. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un auteur? Il nous faut un pays, une nationalité. Un nom, une nationalité. Alors là, du coup, il nous faudrait USA. On a France. Donc, on va rajouter un truc, c'est instantiate USA country. Et ça, a priori, je revert. Et maintenant, je réitère sur ce nœud ici, instantiate USA country. Donc, si j'écris USA là, ça va être USA. La devise, ça va être US dollar. Et la langue, ça va être English. Et ça, a priori, mais ça, c'est bon. Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, je pourrais continuer comme ça, à déployer mon graphe, petit à petit réussir à faire des étapes, avancer. Je ne vais pas le faire jusqu'au bout parce que sinon, on n'aura pas le temps. Je vais vous montrer en revanche à quoi est-ce que le graphe ressemble. Voilà. Donc, on instancie une commande, il nous faut un pays pour la commande, il nous faut un tax rate, il nous faut un livre, il faut ajouter le livre à la commande, et ainsi de suite. Du coup, là, nous, ce qu'on a déjà fait, c'est ça. On va essayer de remonter un cran et on va faire, par exemple, l'auteur. Donc, author, Steinbeck, John Steinbeck, et il est américain. Et ça, ça fonctionne. Donc ça veut dire que cette petite étape-là, on peut la verdir. On va essayer de... Là, on ne peut pas remonter plus haut de cette branche-là parce que c'est bloqué. En revanche, ce qu'on peut faire... Ah si, on pourrait faire ça, le livre. Instancier un livre. Donc on va faire ça. On va faire novel, Grapes of Wrath. Donc le livre, le titre c'est Grapes of Wrath. Le prix, c'est 6,99. L'auteur, c'est Steinbeck. Language, English. STD, vector. Genre. Voilà, ça c'est un peu de verbosité C++, mais ça fonctionne. Donc là, l'intérêt de ce qu'on voit, c'est que les tests restent toujours verts, que ça compile tout le temps. Ça veut dire qu'à chaque fois, on peut committer, on peut déployer, on peut intégrer, enfin tout. Et ça bloque pas les autres stories que vous pouvez avoir dans votre sprint. Ça veut dire, ça peut être fait en tâche de fond, ça peut être fait un petit peu, une demi-heure tous les jours, par exemple. C'est vraiment vers ça qu'on veut tendre. Alors de la même manière, je ne vais pas aller jusqu'au bout de remonter tout ce code. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement sauter à une version terminée. Donc, voilà. Donc on a des tests qui ressemblent quand même sensiblement à ce qu'on avait la fois avant. Ils sont un petit peu plus jolis quand même parce qu'on a défini des constantes. On a ajouté donc on a défini les pays, l'auteur, le livre, une commande. On a ajouté le livre à la commande. On a calculé le taux auquel on s'attendait et on vérifie que la commande a bien le bon total. On peut lancer tous ces tests-là et ils devraient être verts tous les deux. On va aller regarder le deuxième test en revanche aussi. J'attends que ça s'exécute juste pour être sûr que tout fonctionne bien. On va aller regarder le deuxième test qui est ici. Et donc ce qu'on voit, on instancie des pays, un auteur, un livre, on ajoute un livre à la commande. Ensuite, on rajoute la commande à un repository, ça représente la base de données. Et ensuite, on génère le rapport. Il y a un peu de micmac avec le repository, mais il y a quand même
beaucoup de ressemblances entre les deux tests. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de regarder l'autre graphe. L'autre graphe pour le deuxième test, j'ai utilisé la même technique pour les deux tests. Et ici, on voit qu'on a un peu la même chose, instancier une commande, instancier un livre, l'ajouter à la commande. Donc il y a toute cette partie-là, en fait, ici, qui est à peu près la même que cette partie-là. Donc beaucoup de redondance, non seulement dans le code, mais même dans les tests eux-mêmes. Et j'en viens comment on dit, aux bénéfices et inconvénients de la méthode des Mikado. Ici, pour ajouter des tests, c'est que le gros avantage, c'est qu'on n'a plus d'effet tunnel. Ça, c'est quand même beaucoup plus safe que d'essayer d'écrire ce test et de passer le temps, on ne sait combien de temps pour réussir à le verdir ou juste à l'exécuter. Le fait qu'on puisse le faire en petits bouts, ça nous laisse plus de temps et donc ça nous évitera de la tentation de devoir ajouter des mocks pour court-circuiter l'instanciation des objets. Là où le Mikado, à mon avis, devient vraiment, vraiment très intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser comme un outil on peut utiliser le graphe comme un outil de communication à travers toute l'équipe. Et ça permet notamment de paralléliser du travail sur cette tâche de refactoring ou cette tâche de test. Il y a des inconvénients quand même. On a vu, il y a du code dupliqué entre les tests et il y a même de la duplication entre les graphes. Alors j'ai une technique je vais aborder une technique qui permet d'éviter la duplication de code dans les tests pour ce qui est de l'instanciation des données. Alors est-ce que quelqu'un a une technique comme ça qu'il voudrait partager? Donc, deuxième chose nouvelle, donc, les tests data builder. Alors, je vois une seule fonction d'initialisation des deux tests. Ouais. C'est vrai que dans ce cas-là, ça pourrait fonctionner. On pourrait mettre les deux tests dans la même classe, par exemple, ou on pourrait avoir juste recopier du code d'initialisation. Un petit problème qu'on a cependant dans ce cas-là, c'est que on a besoin de plusieurs objets. Là, on a besoin de la commande, on a besoin du rapport generator. Dans l'autre test, on a besoin de la commande, mais on a aussi besoin du livre. Donc, c'est difficile d'avoir une fonction qui retourne deux valeurs. Donc, ça demande un petit peu plus de bricolage. En revanche, la technique que je vais vous montrer là, elle apporte un plus qui est que on pourra la réutiliser de manière beaucoup plus générale. Donc, il y a aussi une autre technique qui s'appelle le object modder, qui représente un petit peu ça, de dire on va avoir une fonction qui nous donne des données initialisées. Alors là, les tests data builder, c'est une technique donc qui permet d'instancier des données de test qui s'appuie sur le pattern builder. Le pattern builder, c'est un pattern qui a été exprimé dans le livre sur le design pattern et qui consiste à utiliser un objet pour construire un autre objet. L'intérêt de cette technique, c'est que ça permet de vraiment, vraiment grandement réduire la duplication de code d'initialisation entre les tests. Oui, quelqu'un demande si on est sur le second talk. Oui, nous sommes sur le second talk. Alors, un petit exemple de ce que permet un builder. Donc, là, on a le test du code qui ressemble un peu à ce que j'ai écrit tout à l'heure pour initialiser mes objets. Donc, on a le livre qui est initialisé avec un auteur, un pays, et on ajoute on a une commande qui vient de France et on ajoute ce livre à cette commande. Là, dans le test, les choses qui étaient vraiment importantes, c'était le 6,99 et que la commande venait de France. C'était ça qui était vraiment, vraiment important. Avec les builders, on peut écrire ça comme ça. Donc, on dit juste une commande qui vient de France avec un livre qui coûte 6,99. Bon, voilà. Bon, c'est la vieille technique, hein. 20 ans de développement pour... Quand ça marche pas, on reboot. Donc j'en étais à présenter les tests data builder en expliquant que voilà le code sans test data builder, le code avec test data builder, qui est beaucoup plus court et qui met en avant que les données qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire que la commande vient de France
et que le livre coûte 6,99. Et du coup, j'en viens à ma troisième proposition de best practice, qui est plutôt que d'ajouter un test systématique à chaque fois qu'on corrige un bug, c'est d'utiliser un Mikado en s'appuyant sur les test data builder pour faire des tests autour des bugs qu'on corrige. Et on va regarder tout ça avec du code. Alors, comme tout à l'heure, on va revenir. Je vais revenir à mon point de départ. Voilà. Donc le code doit se reloader à mon point de départ. Voilà. C'est ça. Je vais aussi, alors je vais déjà lancer la compilation de tout ça. Et en parallèle, je vais remettre mon je vais repartir de ça aussi. Donc, voilà, en attendant que ça compile, je vais reprendre le changement que j'ai fait et que je voudrais tester. Donc voilà ce que je voudrais tester. Alors maintenant, on commence à connaître. Hein. On a le prix de notre livre, on a un tax rate, et on voudrait que invoice compute total amount soit égal à ça. Je vois qu'il y a encore des gens, pas de son, pas d'image. L'écran est devenu gris. C'est pas très cool, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui me voient déjà? Parce que si personne me voit, ça sert à rien. Toc toc. Donc je sais pas ce qu'on peut faire. Bah, dites-moi si quelqu'un a une idée pour parce que je me suis déjà déconnecté, enfin arrêté la présentation, recommencer. Donc si vous avez une autre idée que ça, je sais pas. Là, je suis un peu au bout de mes idées. Donc, malheureusement, on est en train de voir avec le support Waymo, mais pour l'instant, je te propose de continuer tel quel. Hein, moi, je vais suggérer aux gens qui peuvent pas se connecter d'aller sur les ateliers, peut-être sur les forums ouverts. Ouais. Ok. Bon. Bah merci beaucoup. Alors, j'en étais où? J'en étais ici. Alors là, ce que je voudrais faire, moi, je vais essayer de coder un petit peu ce que je voudrais. Il me faudrait un livre, il me faudrait un tax rate, il me faudrait une invoice. Ce que je voudrais, c'est avoir une invoice qui vient de... Je voudrais quelque chose comme ça. Une invoice qui vient de France, et je voudrais la construire, parce que c'est la syntaxe classique pour les builders. Puis il me faudrait aussi un livre. Alors on sait que c'est un novel, donc je vais faire novel. Et puis je voudrais, en fait, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est son prix. Voilà. Et je voudrais construire ça également. Il me faudrait aussi le tax rate, mais ça, on sait que il faut le calculer avec cette espèce de formule en bas là. Donc là, ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'il me fallait, déjà un petit peu. Je vais développer un petit peu ça dans mon graphe. C'est-à-dire que je vais dire instantiate a book. Alors, je vais commencer par l'invoice. An invoice with an invoice build. Voilà. Il me faut à peu près la même chose pour mon novel with a novel. Voilà. Et puis il me faudra aussi compute expected tax rate. On a toujours la même chose, toujours le faire. Voilà.
Alors, prochaine étape du Mikado, vous vous souvenez, on revert. Donc moi je vais commenter ça déjà. Là, il me faudrait un from aussi. Donc il me faudrait, pour faire ça, il va nous falloir. C'est l'intérêt quand on l'écrit comme ça en builder, le graphe se déploie presque automatiquement avec le Mikado. Donc il va nous falloir un default invoice builder, un builder de base. Et il nous faudrait aussi invoice builder .from country. Voilà, donc ouais, effectivement, avant de pouvoir ajouter ça au builder, il faudra déjà qu'on fasse le builder. Ce qu'on voit aussi là, c'est qu'il nous faudrait une constante France. Donc on va le rajouter ici, il nous faudrait create France constant. Allons-y. Hein. Là, du coup, là, je pourrais explorer plus en amont toutes ces parties-là, mais on va plutôt se concentrer sur ça pour que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut construire le builder et l'intégrer dans ce code directement. Donc, je vais commencer par cette petite constante. Alors, il se trouve que j'ai préparé un fichier vide, voilà, ici. Je vais faire country France. Voilà. Donc, c'est la France. Ça s'appelle la France. Currency, nous, on paye en euros. Et language, on parle français. Voilà. Donc là, a priori, je pense que je peux relancer mes tests. Il n'y a pas vraiment de risque que ça ne marche pas. Ce qui veut dire que je peux déjà mettre que ça, c'est fait. Là, je retourne dans mon... Il y a un truc qui compile pas. Ah oui, ça compile pas. Tac, et en plus ça je l'ai pas disablé, donc on va le garder comme ça. Donc là mon test passe évidemment, il fait rien, mais en tout cas on a notre constante et on a fait notre première étape. Donc on va partir sur l'étape suivante, qui est d'avoir un invoice. Alors si on va ici, alors j'ai préparé un petit fichier aussi, un petit fichier vide. Il est ici, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire invoice test builder, voilà. Ce fichier-là, je vais le rajouter ici. Tac. Ouais, ça c'est la verbosité C++. Purchase. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une classe qui s'appelait invoice test builder. Voilà, c'est ce qu'on veut au début. On voudrait aussi une petite fonction qui nous retourne un invoice test builder et qui s'appelle uninvoice. C'est la petite fonction qu'on voudrait appeler ici. Alors pour retourner un objet comme ça en C++, il suffit de faire ça. Ce qui veut dire que maintenant, si on enlève ça, donc il va nous proposer de le récupérer, voilà, il nous manque un point virgule. Nous, ce qu'on voudrait rajouter ensuite, c'est ça, on voudrait qu'il y ait un build. Donc je vais juste lui demander de faire ça, create member function build. Alors ce build, il va retourner un invoice. Ça va être une fonction const. C'est une manière de dire en C++ qu'elle ne change pas l'état. Et du coup, elle va retourner un invoice, tout simplement. Alors, on va lui donner un nom à notre client. Alors, on va dire Pierre. Et on voudrait un pays de départ. Alors, on va dire... pour pas utiliser la France comme pays par défaut, je vais plutôt utiliser John. Et je vais dire que ça vient des USA. Voilà. Et alors, je pense que c'est currency US. Language. Et ici, c'est English. Voilà.
Ce qui veut dire que là, dans mon code, cette partie-là fonctionne normalement. Il faut rendre tout ça public, sinon il ne peut pas y accéder. Et donc tout ça, ça fonctionne. Et là, j'imagine que je peux relancer mon test et que ça va fonctionner. Pour l'instant, il teste rien, mais en tout cas, ça va compiler et pas cracher en cours d'exécution. Donc si on retourne dans notre graphe, ça veut dire que ça aussi, ça passe. Et ça aussi d'ailleurs. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Ça passe pas. Ça passe pas. Voilà. Donc on va essayer de faire juste cette partie-là et ensuite on va retourner sur un de mes raccourcis. Invoice test. Donc là, on voudrait faire from France. Donc il nous dit est-ce que France il connaît? Bah oui, il connaît. Voilà, France. Et on va faire from create a member function from. Alors la fonction membre, je la mets avant parce que dans l'exécution, on va d'abord appeler le from avant d'appeler le build, qui est ce qu'on appelle en tout dernier. Donc je le mets avant, histoire que ce soit un peu plus chronologique. En C++, pour retourner le même objet, on va utiliser cette marque de référence. Et ce qui veut dire qu'on va juste retourner 10 à la fin. C'est ce qui permet de chaîner les appels et de rendre cette syntaxe claire, comme ça. Là, ce qu'on voudrait, c'est que ce nouveau pays, en fait, on l'utilise ici à un moment de la construction. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est on va commencer par sortir une constante comme ça. Je peux l'écrire comme ça plus simplement. Voilà. Ça, je me demande si je peux le... Voilà. Ça, je me demande si je pourrais le transformer en... Non, je peux pas le changer. Je vais plutôt en faire un champ de ma classe. Voilà. Donc ça, on va l'appeler ça country. Voilà. Donc là, dans ma classe, j'initialise un champ que je vais appeler country, qui va être initialisé à USA par défaut. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que dans cette fonction from, je vais faire this country. Alors, il vaut mieux utiliser un underscore. Voilà. Égal country. Alors, il se trouve qu'en C++, je ne peux pas faire ça directement. Je suis obligé de passer par, des pointeurs. Parce que ma classe country ne peut pas être modifiée. Donc, et ici, donc et comme lui, il veut pas un pointeur, il veut un vrai objet, je suis obligé de demander la référence, la valeur de cet objet, de ce pointeur. Ce qui veut dire que là, a priori, ça a l'air de compiler. Notre code ici a l'air de compiler aussi. Donc on va essayer de lancer ça et on va vérifier si les tests passent toujours. Donc les tests passent toujours, ce qui veut dire que ça, c'est fait. Alors je pourrais continuer encore, hein. On va plutôt sauter directement avec le builder. Donc on voit, nous, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On en est arrivé à jusque là, ouais, on a fait tout ça. On a fait tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais sauter avec le code jusqu'à une étape où tout ça se sera fait, et comme ça on pourra voir ce que ça donnera avec le deuxième test. Donc, alors,
Alors regardons un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir regarder. On a notre test qui a été écrit complètement ici, quand on a suivi la logique jusqu'au bout. Donc on a un livre qui coûte un certain prix, une facture avec un livre qui vient de France, et ça nous permet de vérifier le test. Quand je lance ça, a priori, j'aurai qu'un seul test. Je vérifie le temps quand même. Voilà, donc ce premier test passe, et du coup on va pouvoir s'attaquer au deuxième. L'intérêt, pourquoi est-ce que je vais m'attaquer au deuxième alors que je ne l'ai pas fait jusque-là, c'est pour vous montrer comment avoir fait les builders pour le premier test va nous aider pour le deuxième. Donc on va enlever ça, on va aller regarder dans notre report generator, la ligne qui manquait en fait c'était ça, c'était de convertir en USD. Donc ce qu'on voudrait en fait c'est créer un générateur de rapport avec une commande qui est dans un autre pays que l'Amérique et vérifier qu'on oublie de convertir. Donc, expect EC. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est ça en fait. C'est ça, tout simplement. Et ce qu'on voudrait en input, c'est un report generator. Alors si je me souviens, la fonction s'appelle getTotalAmount. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un seul livre dedans pour être sûr que un seul livre dans une seule commande pour que toutes les boucles se passent correctement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il nous faudrait un invoice. Donc on va continuer notre technique. On va y aller. On voudrait instantiate un invoice. Là, on devrait certainement pouvoir utiliser notre builder. Donc on va faire auto un invoice. Invoice, pardon. Égal. Oh, j'ai du mal. Pardon. Voilà. Point. From, on va dire from France. Voilà, on a une commande. On voudrait aussi un report generator. Alors le report generator, il me semble qu'il est très facile on peut le fabriquer comme ça, on n'a besoin de rien. Donc on va juste faire instantiate report generator. Ça, a priori, ça, on vient de voir qu'on l'a fait en fait. Ça, on va essayer de faire maintenant notre report generator. Voilà. Et ça a l'air de compiler. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour que ça fonctionne? Il manque, non, ça c'est bon. Invoice, un invoice. J'ai oublié quelque. Ah, c'est ça, voilà. En tout cas, le test compile, c'est déjà bien pour une première étape. Bon, il est rouge. On a une erreur. On va regarder ça en détail, mais ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que ça, c'est bon. Alors quand on a une erreur, là on a un crash could not load repository. Donc là, on va faire fix repository load error. Ce qui se passe là, c'est qu'on a un repository qui représente la base de données qui est utilisée dans le report. On va le voir ici. Donc il initialise ce report avec une variable globale ici. Donc nous, il va falloir qu'on trouve un moyen de surcharger ça. Et ensuite, il demande des choses à notre repository. Donc globalement, il faut qu'on arrive à outrepasser. Donc on va faire replace the repository by something in memory. Alors il se trouve que ça tombe bien parce que dans notre système de test, on a déjà quelque chose qui s'appelle le in-memory repository.
Et on a même une fonction pour surcharger le repository. Donc on va aller avancer un petit peu là-dessus. Ce qu'on va faire ici, c'est que main repository, lui, il a quelque chose qui s'appelle override. Et ici, on peut faire un std make shared. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que si on fait ça, il faut aussi nettoyer ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'en C++, il y a des meilleures manières de faire, mais bon, pour cette présentation, ça ira bien. Ce qui veut dire que là, visiblement, on a overridé tout ça. Je vais essayer d'exécuter les tests. Je surveille l'heure en même temps. J'aimerais bien aller jusqu'au bout de ça, parce qu'après, la fin est très rapide. Alors, je me suis trompé, ça allait ailleurs. Voilà. Voilà, donc ça, c'est fait. On n'a plus l'erreur. En revanche, le test passe, alors qu'on n'a toujours pas fait la correction. Alors, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas rajouté de livre ni à la commande, et on n'a pas rajouté la commande au report generator. Donc, on va faire ça tout de suite. On va faire with a purchased book. Donc ça, c'est les choses qu'on a déjà écrites pour l'invoice test of novel.build. Donc on veut juste un livre dedans. Et ce qu'on veut faire, c'est que le report generator. Non, c'est plutôt repository. Ah, pardon. Donc là, on peut le relancer. On va avoir une autre erreur. Donc j'ai oublié de rajouter mon étape. C'était add book to invoice. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait faire add invoice to repository. Voilà, des choses qui nous manquent aujourd'hui. Donc là, 0, bah oui, parce que c'est toujours pas ajouté. Donc ça a peut-être été ajouté ici, mais ça n'a toujours pas été ajouté à notre repository. Donc pour faire ça, il faut juste que ça, on le prenne. Je vais essayer d'extraire un extract. Non, il veut pas. Un peu bébête. Donc là, on crée un repository. On va le mettre ici, ce qui va nous permettre d'y accéder dans le reste du test. Et donc là, on va juste faire repository add invoice. Alors, il nous embête avec les pointeurs, mais on est en C++. Hein. Voilà, ça veut dire qu'ici, il faut mettre des petites flèches à la place des points. Je vais essayer de relancer les tests. Donc, il ne nous restait plus qu'à ajouter le invoice au repository. On va regarder ce que l'exécution donne. Et là, ça échoue avec une erreur qui a l'air pas mal. Hein. Donc, je vais mettre ça comme fait. Et je vais aller décommenter mon fixe et vérifier si ça fonctionne. Et ça passe. On arrive à la conclusion. Et pour moi, ce qu'il y a à retenir sur le mélange du Mikado méthode et des tests data builder pour les tests, c'est que bah oui, les problèmes, c'est qu'il y a un petit overhead à écrire les builders. On a vu, c'est plus embêtant que vraiment difficile, mais ça prend un petit peu de temps. Après, il y a quand même des gros avantages. C'est déjà, il y a tous les mêmes avantages du Mikado, qu'on peut le faire petit à petit, il n'y a pas de tunnel, c'est plus sûr, on peut le partager, on peut en communiquer, on peut le faire ensemble. Mais on n'a plus de duplication entre le code des différents tests.
là, par exemple, quand on voit ici, on dit juste, ben oui, on fait un livre. Quand on est dans le invoice, on fait des choses légèrement différentes, on fait ressortir vraiment le prix. Il se trouve que dans les deux tests, il y a des situations qui sont un petit peu semblables, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus que les choses indispensables. On pourrait même améliorer un petit peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de littérature sur les tests data builder. Par exemple, ce build, là, il y a moyen de l'enlever. On pourrait faire des fonctions helper pour nous affranchir de certaines choses. Donc, comme tout utilise la même sémantique, les mêmes principes, on peut faire beaucoup de choses construites dessus. Et il y a un dernier avantage qui, pour moi, est vraiment la clé de tout ça. C'est que commencer à faire ça sur les tests, c'est comme une petite graine, en fait, qui va grossir, grossir, grossir jusqu'à se devenir gigantesque. Parce que voilà ce qui se passe. On a un bug. On commence à faire un Mikado de test data builder. Forcément, on va écrire quelques builders. Donc, ce qui va se passer, c'est que, comme on a des nouveaux builders dans le code, certaines parties du code vont être plus faciles à tester. Donc, les gens vont écrire plus de tests sur ça. Donc, ils vont utiliser builder et peut-être que des fois, ils vont devoir les améliorer un petit peu. Ils vont rajouter des choses dedans. Donc, ça va les rendre les tests encore plus faciles à écrire et ainsi de suite. En plus, quand on a des nouveaux builders qui sont faits, ça devient plus facile de construire des builders sur ces builders, ce qui nous permet de construire encore plus d'objets. Et ce qui fait qu'on retombe ici et ça nous rend encore plus testable le code, on écrit encore plus de tests et ainsi de suite. En fait, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de double boucle de vertueuse avec ce système-là qui fait que ça va grossir. C'est comme une petite graine qu'on met dans notre système et qui va grandir, grandir, grandir jusqu'à ce que on ait de plus en plus de tests. L'idée, c'est que, en fait, quand on a le test à écrire, c'est plus facile de prendre un builder et de le modifier que de réécrire de zéro. Et de la même manière, comme on utilise le Mikado, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, donc on peut le faire petit à petit, par petites étapes, sans se bloquer. Alors si vous voulez vous-même injecter ce virus de test dans votre équipe, vous pouvez pratiquer, la code base est sur GitHub. Le format, à mon avis, le mieux pour pratiquer, c'est le format de la code retreat. D'ailleurs, vous voyez à quoi ça ressemble, les gens dans une code retreat. Enfin, là, ils posaient tous pour la photo, je pense. Mais comptez 4 heures pour faire plusieurs fois les différentes phases que j'ai fait, les différentes tentatives avec les différentes méthodes. C'est en faisant toutes ces choses-là qu'à la fin, on comprend, ah oui, mais en fait, ça apporte ci par rapport à ça, et ainsi de suite. Donc on arrive à la fin, je crois que je suis pile dans les temps. Il reste 2 minutes pour les questions. Et des références, ça c'est un très bon livre, si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille vraiment, vraiment fortement, qui présente les builders, notamment parmi beaucoup d'autres choses. Il y a un livre sur le Mikado méthode que j'ai jamais lu. Il paraît que, enfin, les critiques sont pas exceptionnelles, mais vous pouvez regarder déjà le site web, le Mikado méthode info. Il y a beaucoup de choses parce que c'est assez simple. Il faut surtout pratiquer en fait. Alors je vais aller regarder dans les Q&A s'il y a des Q&A. Sinon, posez-moi des questions et alors il y a les questions de la séance d'avant que je vais marquer répondu. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout a été formidablement limpide. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon blog ici, mon Twitter. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on fasse des choses ensemble après. Merci beaucoup. Ah, une question que je vois. Comment convaincre les devs de s'y mettre? On peut ne pas trop les convaincre en fait. Hein. Si on commence à le faire soi, on se réserve un petit peu de temps tous les jours pour avancer sur son graphe. Ça permet de pas de demander l'autorisation parce que c'est que des petits bouts. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va écrire des builders, des tests data builder. Et en fait, les tests data builder sont tellement utiles pour instancier les tests que les gens vont les utiliser. Et quand ils vont voir qu'il manque un petit truc dedans, ils vont le rajouter parce qu'en fait, c'est plus facile de le réutiliser et de rajouter un petit truc que d'en refaire un de zéro ou de réinstancier toutes les données. Donc petit à petit, comme ça, à un rythme tout doux en fait, ça va juste entraîner parce que c'est le chemin le plus facile. Alors, de la même manière, en fait, il n'y a pas besoin de vendre. On prend le temps. Juste, c'est la beauté du système du Mikado, c'est que on peut le faire
par petits bouts, par tout petits bouts. On peut prendre des bouts qui sont tellement petits qu'il n'y a plus besoin de le vendre ou de le demander l'autorisation. On peut juste le faire. Quand il faut 3 semaines, je crois qu'on arrive à la fin du temps, non? Quand il faut 3 semaines pour tester un bug, effectivement, il faut demander l'autorisation parce que c'est compliqué. Mais quand on teste le bug et on prend 2 heures pour comprendre, pour drafter un graphe, et qu'on s'arrête là et qu'ensuite tous les jours on passe un quart d'heure dessus, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Et en fait, ça fait un effet sur le long terme. Ok, merci beaucoup. Tu es parfaitement dans les temps. Félicitations. Du coup, là, il va y avoir encore une petite pause. Cette pause, elle est faite aussi pour que vous ayez l'occasion de soit réseauter, en tout cas, de discuter les uns avec les autres. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a fait des pauses de 30 minutes, c'est que pour que vous puissiez échanger. Je pense que Philippe, tu partes pas tout de suite non plus, j'espère. Et que Je vais donc, rester un petit peu. voilà, ça peut être l'occasion d'aller discuter avec Philippe en direct. Donc la prochaine session, ça sera en 28 minutes maintenant avec Zoé qui, je l'espère, aura une bonne connexion parce qu'elle nous viendra de loin. Voilà, je n'en dis pas plus. Eh bien, à tout à l'heure. Merci. Merci.